C'est pour ça que j'ai monté Edwin, pour travailler différemment. À la base, c'est très égoïste. Hein. Non, mais J'ai monté Edwin pour bien. être juste plus heureux en fait. Voilà, c'est très égoïste. Et après, il se trouve que dans cet égoïsme, on se rend compte qu'on fait le bonheur de plein de gens. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Mickaël. Salut Vincent. Merci de m'accueillir du coup dans les bureaux d'un jour. Les bureaux d'un jour. Exactement. D'Edwin Tech. On va parler de tout ça, on va parler de toi. Mais avant ça, j'ai une question un peu introductive. Tu présentes Edwin comme une ESN alternative. Qu'est-ce que c'est qu'une ESN alternative ? Tu m'attaques direct avec la question là. Exactement. Ok. Une ESN alternative, déjà je pense qu'il y a plein de réponses possibles et que Edwin est une des réponses. Pour comprendre ce qu'est une ESN alternative, je pense qu'il faut déjà rappeler ce qu'est une ESN. Absolument. Ok. Toi, tu t'es renseigné un peu avant le podcast, mais... Oui, un minimum quand même. Et Okay. puis en général, on a une audience qui sait à peu près ça. Mais effectivement, si tu peux le rappeler succinctement, c'est cool. Déjà, ESN, c'est le nouveau nom qui a un peu d'ancienneté aussi, mais avant, c'est SS2I. ESN, c'est Entreprise des services numériques. Concrètement, une ESN, c'est une entreprise qui va employer des gens avec l'objectif d'aller faire du conseil auprès de grands comptes ou d'autres entreprises, donc d'aller facturer ces mêmes personnes auprès d'autres entreprises. Et donc ça amène plein de choses, ça amène un modèle économique où on va parler de chiffre d'affaires, de marge, ça amène plein de sujets très intéressants. On le fait sur plein de métiers. Une ESN aujourd'hui travaille autour de la tech, du conseil dans la tech, mais autour de plein de techno, il y a plein de métiers différents. Voilà. Ça, c'est ce qu'est une ESN. Une ESN alternative, c'est pour moi une ESN qui va travailler différemment du modèle classique, du modèle que tout le monde connaît depuis plusieurs dizaines d'années, parce que c'est finalement quelque chose d'assez vieux. Et il y a plein de manières de travailler différemment aujourd'hui. Soit on va aller travailler différemment autour de son modèle économique en tant qu'entreprise. On peut travailler différemment autour de son modèle social, c'est-à-dire de sa relation avec les collaborateurs, de sa relation avec les clients. En tout cas, avec Edwin, c'est ce qu'on a essayé de faire sur plein de facettes différentes. On a essayé de travailler différemment avec à la fois nos collaborateurs, avec nos clients et avec le modèle économique de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise fonctionne, comment elle se rémunère. Donc une ESN alternative, c'est une question très complexe. Je vais pas te faire une démonstration pendant 1 heure, mais en tout cas, nous, on a pris le prisme sous plein d'aspects. Et justement, pour poser le modèle un peu classique d'une ESN, concrètement, tu le disais, tu vas vendre des gens qui vont faire du conseil. En gros, tu vends des consultants fois des jours, fois des taux, en essayant de maximiser ta marge. Et logiquement, le plus tu as de consultants, le plus tu as de missions à mettre en face, le plus tu gagnes de l'argent, etc. Tu as dit un mot qui est incroyable et qui résume tout à fait, je pense, le marché classique. Tu as dit maximiser la marge. Voilà. En fait, déjà, là, tu as tout dit, parce que c'est effectivement ça, de base. Une ESN, son but, c'est de maximiser ses profits, mais c'est pas que les ESN, c'est en règle générale les entreprises. Oui, c'est un peu la théorie de la firme. Voilà, on va pas cracher sur le modèle ESN, mais ouais, complètement. On emploie quelqu'un, donc on lui donne un salaire, et le but du jeu, c'est d'aller facturer cette personne à une autre entreprise, donc de générer du chiffre d'affaires moins le coût du collaborateur égal à la marge. Et en règle générale, on tente à le maximiser. Yes. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors du coup, Mickaël, question toujours un petit peu sempiternelle des podcasts, mais qui finalement n'est plus la première. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment t'en es arrivé à justement vouloir créer Edwin, cette ESN alternative ? Ok. Plus classique déjà, comme question. Ah ouais, écoute, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, paraît-il. Très bien. Alors me présenter, rapidement, moi déjà je suis grenoblois, c'est ce que je dis toujours, je suis très chauvin. Mon associé aussi est chauvin et il est alsacien, donc il est encore plus chauvin que moi. Oui, c'est vrai qu'il a réussi à me le dire en 2 minutes de conversation. Il est chauvin, alsacien, il aime la bière et il fait des bons cafés. Franchement, c'est un super... Il s'appelle Vincent. Exactement, oui, non, mais on s'est super bien entendu. Tu m'étonnes, rapidement. Donc moi, je suis grenoblois, j'ai passé toute ma vie dans cette belle région, toutes mes études, et je suis monté à Paris pour travailler. Et c'est là que j'ai découvert le secteur.
en étant employé directement en tant que néophyte dans une ESN qui s'appelait SOAT à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une ESN de taille moyenne, même petite taille, hein, on pourrait le dire. 200 personnes à l'époque, c'était petit. Et parcours de commercial, on va dire classique, formé par des gens plutôt bienveillants, je pense, qui m'ont inculqué de belles valeurs. Puis un peu de voyage, une nouvelle expérience dans une autre ESN. Sur ce modèle, on va dire toujours des petites entreprises. Ça m'a toujours attiré en fait les petites entreprises. J'ai failli aller bosser pour des grands groupes, mais ça ne s'est pas fait parce qu'au final, à chaque fois, j'avais la crispation du non, en fait, ça ne marchera pas. Et finalement, pendant ces 10 années de parcours, tu me disais qu'est-ce qui t'a amené à monter Edwin. Ces 10 années de parcours, moi, j'étais très heureux. Et j'ai une grosse fibre commerciale. Je savais que ce métier-là allait me plaire. J'ai pas été déçu. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'était l'humain. Être commercial dans la vie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a l'occasion d'être commercial, mais de travailler avec de l'humain. Bon, t'es commercial, tu vends des frigos, tu vends des solutions logicielles. Voilà. Si t'es un bon commercial, tu vends à des gens. Mais... Si t'es un meilleur commercial, tu vends des... Non, tu vends pas des gens, tu vends à des gens. Et je vends... Ah oui, quand t'es un bon commercial, tu vends à des gens. Et en fait, moi, je trouvais ça très cool de se dire, tu vas faire du commerce B2B, parce que c'est quand même intéressant aussi, mais ta matière première, ça va être du jus de cerveau, quoi. Ça va être des vraies personnes, ça va être des gens avec des pensées, c'est des personnes, quoi. Donc ça t'amène aussi plein de challenges, ok ? Ce qui m'a amené à vouloir monter quelque chose de différent, c'est que malgré ce bonheur que moi j'ai eu dans mes années de découverte du métier, d'approfondissement du métier, il y avait toujours ce truc qui me dérangeait dans le modèle même de l'ESN, quelque chose que j'ai mis du temps à découvrir, un petit malaise, des non-dits, des choses qui manquent de transparence, l'impression aussi qu'on n'est pas forcément aligné à 100% quand on est commercial avec les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, qui sont les consultants. Il y a des choses qui m'ont un peu frustré, qui m'ont plus que frustré à un moment donné. Et quand je suis monté un peu en responsabilité, j'étais directeur commercial dans mon expérience précédant la création d'Edwin, j'ai été confronté à plein de choses nouvelles qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que non, j'avais vraiment envie de travailler différemment. C'est pour ça que j'ai monté Edwin, pour travailler différemment. À la base, c'est très égoïste. Non, mais j'ai monté Edwin pour être juste plus heureux, en fait. Voilà, c'est très égoïste. Et après, il se trouve que dans cet égoïsme, on se rend compte qu'on fait le bonheur de plein de gens. Parce que c'est cool. Ça qui est intéressant, parce que ça va reboucler à une des manières que tu as de présenter Edwin aussi, mais justement ce constat-là, notamment dans les métiers de la tech, aussi large que ce soit cette conception-là, il y a pas mal de monde qui le fait, et en général, quand on veut augmenter son bonheur, entre guillemets, le raccourci c'est de se dire je deviens freelance. Pas mal de monde fait ce choix-là, toi tu as fait un choix différent, et la première fois qu'on s'est parlé, justement, tu m'as présenté Edwin comme un mélange entre le salariat et le freelancing. Ce que je me suis dit, ça n'existe pas par essence, parce que si t'es salarié, t'es pas freelance et réciproquement. Du coup, concrètement, ça se passe comment ça chez Edwin pour les gens qui travaillent chez vous? Je sais pas si tu leur donnes un nom d'ailleurs, mais on donne pas de nom. On donne pas de nom. On n'a pas envie de donner des noms. Pas cédé à cette mode. D'accord. C'est des collègues, c'est des collaborateurs, c'est les membres de notre collectif, mais ça n'a pas de sens de donner des noms. Très bien. Alors, je vais te répondre, mais d'abord, je vais te dire concrètement ce qu'on fait. Ouais, d'accord. Déjà, chez nous, on est une ESN, ça tu l'as compris, tout le monde l'a compris, et puis de toute façon, c'est simple de le comprendre, mais on est ultra spécialisé, ok ? Et on est spécialisé sur la niche du développement logiciel. C'est la niche que moi, je maîtrisais vachement bien sur mon réseau commercial, ça avait beaucoup de sens, on parle un langage commun presque aujourd'hui avec les membres du collectif, donc c'est vraiment cool. Et sur cette niche-là, la tech, le dev, en plus de ça, on est sur un mindset tourné vers la qualité logicielle, le craftsmanship. C'est un super terme, celui-là. Ouais. Il est très cool. Il est dur à écrire au début. Mais voilà, donc on est vraiment sur une ultra niche, en fait, finalement. Et sur cette ultra niche, la tendance au freelancing, elle est forte, mais de ouf. Bah oui. De ouf. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est des mecs qui sont plutôt bons. Et effectivement, ces mecs plutôt bons, dans les modèles classiques de SN, ils se rendent vite compte. En tout cas, il y a eu une prise de conscience, effectivement, ces dernières années,
que leur travail, la qualité de leur travail n'est pas suffisamment rémunérée. Donc le choix qu'ils font pour beaucoup, tu l'as dit, c'est de passer freelance. Surtout sur des compétences qui sont souvent pénuriques. Exactement. Même celui-là, on est dans un marché un peu complexe en ce moment, mais il n'empêche que c'est des gens qui ont fait ce constat, et faute d'autres solutions meilleures, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, tu passes freelance en fait, avec tous les inconvénients que ça peut avoir de passer freelance. Il y a pas que l'avantage, c'est l'argent. C'est la liberté, si tu veux, mais c'est l'argent. Les gens qui passent freelance et font ce choix-là le font beaucoup pour l'argent, et il y en a qui le font pour l'argent en se disant mince, relou quand même, parce que tu dois aussi gérer ta vie un peu différemment, tes contraintes un peu différemment aussi. Et du coup, nous, effectivement, on est à la frontière entre le freelancing et le monde du salariat, mais on est 100% salariat. Attention. Ouais, bien sûr. Edwin, c'est un modèle 100% salarié. Je le répète d'ailleurs tout le temps, parce que les gens me disent, mais en fait, tu fais du partage et tout. Non. 100% de nos collègues sont des salariés. Ce qu'on va offrir, pourquoi on est à la frontière avec le freelancing, c'est qu'on va offrir les bénéfices du freelancing à des gens en CDI chez Edwin. Et ces bénéfices-là, en règle générale, c'est quoi ? C'est la liberté. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont aujourd'hui la capacité d'aller au-delà de leur congé payé classique, plus les RTT. En gros, c'est la capacité d'aller travailler un peu moins si tu as envie de travailler moins, travailler un peu plus si tu as envie de travailler plus. C'est être rémunéré à la juste valeur de ce que tu produis, et non plus être rémunéré avec ton salaire fixe. Si tu es juste un cadre que tu factures super cher, que tu es trop fort, c'est normal que tu te gaves en fait. C'est juste normal. Donc, plus tu factures bien, mieux tu te valorises sur le marché, plus tu gagnes d'argent. Et donc ça, c'est le bénéfice du freelancing. Donc le temps, la liberté d'organisation, l'argent, mais le confort du salariat. Parce que tu es en CDI, parce qu'en fait, tu es dans un collectif de mecs qui parlent le même, de mecs et de nanas d'ailleurs, ça c'est trop cool aussi, qui parlent le même langage. Carrément. Et on a envie de construire un truc super fort sur le long terme. Donc tu participes à un collectif. Oui, que t'as pas quand t'es ce côté, effectivement, c'est bon que tu dis ça. Moi, j'ai fait le choix d'être freelance et de faire partie d'un collectif, qui est encore un autre mode d'orga, et je vais pas élaborer là-dessus, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ce côté d'avoir besoin d'être dans une équipe, de participer à quelque chose de plus grand que toi. Et à un moment donné, il y a aussi ce côté, tu fais des missions, mais tu vas faire 12 fois la même mission, tu gagnes très bien ta vie, mais est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu continues de voir d'autres choses, etc. Et tu progresses beaucoup avec les gens. Bah oui, énormément. Voilà. Bien sûr. Tu progresses en mission. Et nous, tu vois, là, tu as vu nos locaux aujourd'hui. Tu as vu l'effervescence qu'il y a dans ce collectif. Je confirme qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a du monde, il y a des gens qui travaillent ensemble, qui se voient finalement assez régulièrement, qui progressent au contact des uns et des autres, et qui ont la capacité de rester en contact en plus de ça, au sein même de leur entreprise, via tous les channels, tous les moyens qu'on met à leur disposition. Donc les gens aujourd'hui nous rejoignent en se disant, c'est cool. Je connaissais un modèle classique de SN, mais qui est pas forcément mauvais, tu vois. Moi, je crache pas sur le modèle classique de SN, mais je connaissais un modèle classique où j'avais des frustrations, et aujourd'hui, j'en ai. Alors, on a toujours des petites frustrations dans la vie, mais j'en ai moins. Je suis persuadé que quand tu demandes à n'importe quel salarié de la boîte qu'est-ce qu'il préfère chez nous, il va te dire la transparence. C'est pas, je suis persuadé, c'est qu'on a fait des vidéos témoignages, et ils disent tous ça. Donc, c'est le côté transparent du truc, tu vois, et le côté c'est équitable, c'est fair, c'est super fair pour tout le monde. Et justement, ce côté transparent, tu le mentionnais comme étant une de tes frustrations dans cette vie d'avant. Chez Edwin, vous êtes une des rares boîtes qui a la transparence comme valeur et qui l'assume vraiment. Vous êtes une transparence qui est vraiment radicale, surtout notamment sur les salaires. Il y a un point qui va encore plus loin que juste par année d'expérience, tu vas gagner tant, ce qui est déjà pas mal, honnêtement. Si on va sur le site d'Edwin, tu peux faire le simulateur de combien tu vas gagner chez Edwin. Ouais, c'est cool ça. Ouais. On s'est fait emmerder un peu d'ailleurs pour ça. Ah ouais ? Du coup, j'allais te demander, cette transparence, chaque fois que j'ai des discussions, que ce soit avec des clients ou d'autres chefs d'entreprise, etc., qui se disent la transparence c'est cool comme valeur, je leur explique un petit peu, oui, mais si tu l'assumes, il se passe ça. Ils sont là, en fait, on va pas faire ça. C'est quoi ton retour d'expérience ? Ça a bien marché ? C'est quoi les difficultés ? Et qu'est-ce que tu en retires ? Surtout si tu continues à le faire, j'imagine que tu trouves ton compte là-dedans. Alors, quand je dis qu'on s'est fait un peu emmerder, c'est par des concurrents, tu vois, okay. qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi cette histoire-là ? T'es en train de vendre les secrets de... Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Non, la transparence, déjà, je suis d'accord, c'est bien de le pousser jusqu'au maximum, c'est-à-dire juste on partage tout. Le simulateur qu'on a en ligne, il a pour vocation de dire aux gens, ok, on te parle de quelque chose, mais ça reste très abstrait.
C'est super compliqué de comprendre le mécanisme, les process, même si moi j'en parle tous les jours, ça me paraît simple. Mais en gros, moi je dis aux gens, je te donne un salaire fixe, après tu vas faire de la prestation, tu vas faire un chiffre d'affaires. À la fin de l'année, je fais le calcul, il y a la marge, puis tu peux transformer une partie de la marge en argent. Les gens, tu vois, ils ont du mal parfois à se projeter avec ça. Le simulateur, c'est juste, vas-y, va te projeter en fait. Va te projeter. T'as combien d'années d'expérience, tu rentres, t'as ton petit slider, tu connais ton TJM à peu près, de toute façon on peut en parler un petit peu, je t'aide, on met le TJ. Tu sais à peu près combien tu vas bosser dans l'année, paf, voilà. Tu transformes tout en argent, ça donne ça. C'est que ça change de fourchette de salaire 30 à 54 sur le profil, quoi. Ouais, non, ça c'est effectivement... c'est la grosse tendance LinkedIn du moment, ça c'est mettez les salaires dans vos annonces. Bah, effectivement, nous on va un peu plus loin que ça, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, cette transparence, tu l'étends à quoi d'autre concrètement à l'interne sur vos modes de fonctionnement? Franchement, à tout en fait. Déjà, on fait des up-to-date régulièrement avec les collègues et on va présenter plein de chiffres. Le dernier qu'on a fait, c'était pour présenter les résultats de la boîte. Donc le chiffre d'affaires, le résultat, où part la dépense. On peut pas être plus transparent que ça. En fait, ils ont quasiment les mêmes infos que nous. Sauf qu'on va pas inonder d'infos inutiles, parce que même nous, franchement, des infos, on en a trop. Mais je dirais jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, en fait. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la boîte. Et souvent, les peurs par rapport à ça va être de dire que ça va créer des asymétries, il y a des gens qui vont râler parce qu'ils sont payés moins que le collègue, alors que voilà. Enfin, tu vois, dans des environnements, notamment dans les ESN et les boîtes de conseil, mais en général, qui sont des environnements très politiques, cette transparence, elle vient un peu exploser tout ce qu'on connaît, et ça peut faire peur, du coup. Le nom de ton podcast, c'est Harmonie. Absolument. Okay. Pour vivre en harmonie, je pense que tu as besoin de minimiser, peut-être pas éliminer, mais minimiser toutes les frustrations des collègues que tu peux minimiser. Tu as besoin, dans cette transparence-là, d'être super équitable. Harmonie, pour moi, franchement, équité et transparence, si t'as pas ça, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, la première chose qu'on a fait chez Edwin, c'est rendre les grilles de salaire publiques et de dire aux gens que ces grilles de salaire, c'est les mêmes pour tous, au même moment. Déjà, c'est-à-dire que tu rentres chez Edwin en 2021 avec une grille de salaire, ou en 2023, la grille a évolué, mais toute évolution, exactement. Toute évolution, bien sûr, c'est positif, on ne peut pas évoluer à la baisse. Toute évolution est amenée sur l'ensemble des collègues. Et donc, en fait, un collègue va regarder son autre collègue ici et va dire, en fait, il n'y a pas de sujet, quoi, on est payé la même chose. La différence qu'il va y avoir, elle est ultra assumée parce qu'elle dépend des compétences, en règle générale, des gens. C'est... tu factures un peu plus cher que moi, tiens, comment tu fais, c'est quel client, tiens, mais t'as quelle compétence que j'ai pas, que je dois développer, parce qu'en fait, ça a du sens. On m'a souvent, alors c'est marrant, au début, je m'y attendais pas à cette phrase, et en fait, je l'ai eu plein de fois, donc je me dis, ok, c'est normal, fine. On m'a souvent dit, ton modèle, il me plaît pas, parce qu'en fait, je suis meilleur que les autres, quoi. Moi, ça me saoule, en fait, d'avoir le même salaire. On m'a dit ça. Donc en fait, non, moi les salaires fixes, selon les diplômes, parce que nous c'est ça, c'est année diplôme ou profil de reconversion. Moi je kiffe les gens en reconversion. Ok, cool. Année d'expérience dans ton métier, quoi. Et il y en a qui viennent d'arriver, la Pressia, elle était lanceuse de javelot professionnelle. C'est juste la folie, quoi. Et en fait, ces gens qui me disaient, je vais le donner un peu, mais les gens qui me disaient, ça me saoule, quoi. Non, moi je suis meilleur, moi je fais de la veille, je veux pas avoir le même salaire que les autres. En fait, t'as pas le même salaire que les autres. Tu vends toi plus, c'est plus cher. Tu te vends, tu es meilleur, mais trop bien en fait. Tu te vends mieux, tu fais des confs, t'es plus visible, et ça va se valoriser sur le TJ, sur le tarif. Donc, a fortiori, ta veille, le temps que tu vas passer à te former, c'est pas pour rien. Donc, t'es libre de fixer ton TJ? Non, t'es pas libre de fixer ton TJ. Déjà parce que j'ai tendance. Alors, je vais pas dire que je connais par cœur le marché, mais la meilleure personne pour t'aider à comprendre le marché, c'est moi. Dans l'entreprise, c'est moi. Et la manière dont on travaille, c'est je connais le marché, je connais les compétences de mes collègues, ça c'est cool, et je vais dire, tiens, avec tes compétences et ce marché, je pense qu'on sera à peu près là, en termes de fourchette. C'est pas une science exacte, mais par contre, on va se dire, tiens, là, il y a un minimum. Franchement, ce serait con d'aller en dessous. La possibilité d'y aller, si genre c'est la mission de tes rêves, et le client a un petit budget, mais bon, en fait, tu kiffes trop. Ok, fine, t'y vas. Mais moi, je vais être là pour fixer des ranges de TJ. Et dans la boîte, on se moque un peu de moi pour dire t'es le commercial et tout. Ok, oui, je suis le commercial. Moi, je suis surtout un conseiller en fait. Dans cette entreprise, je suis surtout un conseiller. Je ne suis, n'étant pas impacté financièrement par les tarifs, par les clients,
Moi, je m'en fous que quelqu'un a bossé à la Société Générale ou BNP, je m'en fous complètement. À tel tarif, bah, ça ne m'impacte pas. Donc moi, je suis plus le gars qui va dire, tu sais quoi, à ta place, moi, je ferais ça. Tel tarif, dans telle mission, t'as l'air de kiffer, ça vaut peut-être le coup d'y aller, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup plus ailleurs. Tu vois. Ouais, je vois très bien. Ok, très cool. Et justement, tant qu'on est dans les aspects financiers, je vais revenir sur un truc qu'on a dit au début. Parce qu'on a parlé de maximiser la marge. Et toi, tu es en train de me dire, si le gars il se vend plus, il gagne plus. Alors qu'une entreprise normale aurait tendance à te dire, bah, trop bien, le gars il se vend plus, mais en même temps il payait tant, puis on augmente, elle n'est pas prévue pour l'année prochaine. Donc ce qui se vend en plus, bah, ça va dans notre poche. Ce qui est le truc normal. Toi, ta transparence, tu l'as poussée. D'une part, tu partages la marge, et tu as mis quelque chose en place de très spécial, c'est que tu capes ta marge à 30 000 euros, je crois, sur première l'année. Première année. Première okay. année, ouais. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu n'es pas en train de te tirer une balle dans le pied si on croit le modèle économique normal d'une entreprise? Bah, oui, je me tire pas une balle dans le pied, dans le sens où aujourd'hui, j'ai fait ça pour être bien dans mes baskets. Donc déjà, je me sens bien dans mes baskets aujourd'hui. C'est cool. C'était le but quand tu as créé cette boîte, c'était finalement. de se mettre bien avec soi-même. Je me tire pas une balle dans le pied parce que ce fait d'avoir capé la marge et effectivement la pierre angulaire de notre modèle économique et social, ça me permet aujourd'hui de recruter et d'avoir le choix dans mon recrutement. Le premier client des ESN aujourd'hui, c'est leurs collaborateurs. La ressource rare, c'est le collaborateur en ESN. La ressource rare n'est pas le client. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise un petit peu. Ça se ressent sur le marché. Néanmoins, la tendance n'est quand même pas inversée, tu vois. Donc les ESN, c'est un business où si tu connais les bonnes personnes, il y a une consommation monumentale de services là-dessus, quoi. Exactement. Pour une raison que je ne comprends pas toujours d'ailleurs, mais... la raison pour laquelle on fait appel à une ESN, ça c'est une autre heure de podcast. Complètement. mais pour le coup... Mon premier objectif, me sentir bien dans mes pompes. Mon deuxième objectif, monter une boîte et qu'elle marche et qu'on arrive à attirer du monde. Moi, le fait de caper la marge aujourd'hui fait que les gens viennent vers nous, que quand on parle à des gens dégoûtés du modèle ESN, ils viennent bosser chez moi. Je pense que tu veux dire. Tu vois ? Ouais. Donc, loin de me tirer une balle dans le pied, caper la marge, ça me permet de capter mon premier client, qui est mes collègues. Ce que ça vient faire, la marge, on va pas se leurrer, ça vient limiter, le fait de caper la marge, ça vient limiter le champ d'action de ce que je peux faire, de ma structure, de l'investissement que je peux faire. Et effectivement, ce que ça vient surtout faire, ça vient m'aider à rationaliser mes coûts. Mais bien sûr. Parce que franchement, avoir des locaux dans Paris, 200 mètres carrés, pour me faire kiffer avec mon associé, parce qu'en fait, il n'y a que nous qui allons en profiter. Ouais, tu pourras faire un golf dedans, mais... Voilà. C'est surtout en ESN où tout le monde est chez le client. En fait, ça juste, je ne vais pas le faire. J'en ai pas besoin. Ouais. Allez, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on fait pas, tiens. C'est marrant, on me dit, ce que tu fais, c'est cool. Tu sais ce que je fais pas? Je paye pas des téléphones aux gens, moi, quand ils viennent chez moi, ou je paye pas des MacBook Pro aux gens quand ils viennent chez moi. C'est pas open bar, c'est juste, on fait de la rationalisation. On optimise nos coûts. En fait, c'est au-delà même d'optimiser tes coûts, c'est que tu choisis où part la valeur. C'est plutôt qu'elles partent en avantage employé, tu leur donnes le cash et ils sont contents, quoi. Exactement. En fait, c'est bien ça. Ça, c'est bien, je vais le reprendre. Ça. Non, si je t'en prie, c'est cadeau. Ouais, on optimise la valeur. Non, mais c'est ça, en fait. Chaque dépense qu'on va faire, on va se dire, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'elle profite au maximum? T'es dans des locaux aujourd'hui, franchement, ça nous coûte 4000 balles la journée. La location des locaux, c'est 4000 balles TTC la journée. Encore de la transparence, donc. Ouais. Encore de la transparence. Non, mais c'est super cher, tu vois. Ouais, bien sûr, mais tu le fais une fois dans le mois. Et je vais le faire une fois dans le mois. Et surtout, je vais le faire, mais toute la boîte va en profiter. Au lieu d'aller me prendre des loyers dans Paris, où je vais peut-être payer 5, 6, 7 000 euros, parce que c'est à peu près ça, pour une petite boîte comme ça, 5, 6, 7 000 euros, t'y évites. Pour que les gens n'en profitent quasiment pas, là, je vais mettre 4 000 balles, juste le coût de la loc. Mais en fait, tout le monde va kiffer. Tu vois, tout le monde kiffe. Ouais, quand on fait une dépense, il faut qu'elle profite au maximum de gens. Ça a du sens. Et si elle ne profite pas au maximum de gens, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup de la faire? Voilà. Et j'en profite pour faire un aparté, justement, là tu parles de ce côté, donc on prend des bureaux qu'une fois dans la journée. Tu as un modèle qui est du coup full remote, on parlait de ton associé qui est alsacien, etc. Ouais. Alors, j'imagine que c'est pas le seul chez Edwin qui bosse pas à Paris, ou qui vit pas à Paris full time.
C'est un modèle qui a été très plébiscité pendant un temps en mode c'est la liberté, c'est génial. C'est un modèle qui a un peu du plomb dans l'aile si tu lis les analyses critiques de tout ça en ce moment, genre les gens qui postent sur LinkedIn, quoi. Toi, pourquoi ce choix et comment tu arrives à le faire fonctionner? Ok. Alors, pour bien comprendre, déjà, je vais repréciser quelque chose. Effectivement, mon associé et moi, on est full remote, dans le sens où, en n'ayant pas de locaux dans Paris, on est par définition full remote. Mais nos collègues prestent pour des clients et ne prestent pas en full remote. Oui, ils vont chez le client. Ils vont chez le client. Et l'activité aujourd'hui d'Edwin, pour l'instant, en tout cas, Edwin Tech, c'est Paris. Donc, nos clients sont sur Paris. Tous nos collègues habitent, ou en tous les cas, sont en capacité de venir travailler dans les locaux de leurs clients à minima 2 jours par semaine. Alors, on a des collègues qui habitent plus ou moins loin de Paris. Charge à eux d'assumer ça. Oui, bien sûr. Et ensuite, pourquoi on est full remote ? En fait, ça a du sens aussi, si tu veux. D'un côté, je vais pas payer des locaux dans Paris parce que je veux optimiser mes coûts, parce que je veux aussi aller jusqu'au bout de mon histoire et de ma mentalité, tu vois. Je prends pas de locaux dans Paris, par définition, je me mets full remote. Et justement, le corollaire de ça, c'est pourquoi est-ce qu'on tape de plus en plus sur le full remote ? C'est l'argument un peu tarte à la crème, c'est le full remote, c'est la mort de la culture entreprise. Ce qui, moi, à titre personnel, me rend très triste, comme tu t'en doutes. Mais c'est une question qui est légitime. C'est de se dire, modulo le fait que les gens soient salariés, qu'est-ce qui, dans ce système-là, où t'as pas de bureau, etc., te différencie d'une plateforme de freelance IT, comme il y en a des dizaines, voire des centaines en France, où en gros, tu as une relation qui est de l'ordre du contractuel avec tes salariés, et tu n'as pas vraiment d'esprit d'équipe ni de culture entreprise. Déjà, tu es dans des locaux, tu as vu des gens, la première différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on a beau être full remote, alors c'est un truc de fou. J'ai beau être full remote, c'est-à-dire j'ai travaillé, et c'est la première fois que moi je suis full remote, j'ai travaillé dans d'autres entreprises auparavant qui avaient toutes des locaux. J'ai jamais autant vu mes collaborateurs qu'aujourd'hui. Ok. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me suis jamais senti aussi proche de mes collègues que depuis que j'ai monté Edwin. Pourquoi ? Parce que ces journées-là, ce que tu as vu comme ambiance, c'est 9h, 23h. C'est-à-dire qu'on va passer toute une journée ensemble, collés, à faire du lien. Finalement. Mais rassure-moi, ils charbonnent pas sur le code jusqu'à 23h là. Non, heureusement, on se fait des soirées. Parce que là, c'est un sweatshop que tu fais pour une journée. On se fait des soirées, des apéros et tout. Donc en fait, on est loin d'être une plateforme, on est une entreprise qui va mettre le social au cœur de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que en fait, moi aujourd'hui, c'est ce que je recherche. C'est une des frustrations qui m'a apparu forte dans mes précédentes entreprises. On ne voyait les gens que une fois par an, c'est sûr, pour l'entretien annuel, et encore quand c'est nous qui les faisions. Tu vois les gens parce que tu en as quelques-uns qui passent te voir dans les locaux. Ouais, bien sûr. La plupart, tu les vois jamais. Ils sont toujours chez le client, tu les vois jamais. Et pire, et ça, c'était la grosse frustration que j'avais, pour voir les collègues en ESN, dans le modèle classique, il faut prendre sur son temps perso pour aller à un after-work, un apéro, un machin. Pas forcément envie de faire. Est-ce que t'as pas envie de faire ? Enfin, juste, en fait, t'as peut-être une famille, t'as peut-être des amis, tu passes suffisamment de temps avec le boulot, t'as peut-être pas envie de le faire. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est là que je trouve que c'est très harmonieux aussi, c'est qu'on est dans un contexte de SN, le modèle même d'aller prester chez les clients, on l'a pas révolutionné, c'est toujours le même. Mais par contre, les gens vont sociabiliser et créer du lien avec leurs collègues Edwin sur leur temps de travail. Ouais, bien sûr. Tu as vu des gens aujourd'hui qui sont des collègues qui s'entraident sur leur temps de travail. Et ça, c'est super cool. Tu tombes pas dans cette espèce de team building toxique, tu vois. Enfin, en gros, t'es obligé de venir tous les jeudis boire 4 pintes avec tes collègues. Enfin, t'as l'histoire du mec qui s'est fait virer par sa boîte parce qu'il était pas assez fun. Voilà, je pense à ça. Et en fait, je parle même avec des collaboratrices là. Je peux pas dévoiler des noms quoi, mais en gros, on m'a dit là récemment que dans une boîte que j'estime beaucoup, au moment de l'entretien annuel, genre on te dit ton client est content, super, fine. Par contre, on t'a pas trop vu aux events, tu capitalises pas trop, et là on va te le reprocher. Ouais. Je trouve ça super dommage. C'est pas team spirit, machin. C'est pas très team spirit, du coup ça va, peut-être on augmente, non finalement, non mais en fait, déjà nous on a plus le système d'augmente, ça marche plus, mais je trouve ça pas, c'est pas fine. En tout cas c'est pas ta culture quoi. C'est plus ma culture, je veux sortir de ce modèle là. Complètement. Les gens ont le droit d'avoir une vie perso, en fait.
T'as le droit de dire ou de me dire, désolé, mais en fait, moi, à 19h, je termine ma journée de taf, je rentre chez moi. D'ailleurs, là, on a des gens, ils vont rentrer chez eux, tu vois, à 19h. Ils vont pas forcément rester avec nous, mais par contre, on aura passé toute la journée ensemble. Ouais, complètement. Attends, c'est super. Ouais, carrément. Et alors, je reviens sur un truc que tu as dit aussi, on pourrait reboucler sur ce qu'on disait sur ta marge qui est capée, etc. Et le fait que tu rationalises tes coûts, tout ça c'est très bien. Mais tu disais aussi, oui, ça me freine forcément dans le développement de mon entreprise. Enfin, oui, tu as un business model qui est capé, par essence, les invests sont capés, par essence, tu peux pas recruter des gens à perte, etc. Donc, enfin, en gros, est-ce que c'est OK pour toi de ne pas avoir une ambition de croissance folle à une époque on commence à en sortir doucement, mais qui a quand même énormément valorisé les modèles d'hypercroissance, on va parler des modèles de levée, etc. Où en gros, le but, c'est d'être toujours plus gros, toujours plus fort. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de kiffer ma vie. Voilà. Moi, je veux kiffer ma vie, en fait. C'est trop cool d'être multimillionnaire, j'imagine. Ça doit être j'imagine aussi, hein, malheureusement. Non, mais ça doit être super, tu vois, de se dire, ah, putain, trop bien, t'as 1000 personnes qui travaillent pour toi, ça doit être génial. Ça doit être aussi sacrément le bordel. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de kiffer ma vie. Si je peux travailler un jour par semaine dans 5 ans, je suis super content, tu vois. Si la boîte peut me rendre dispensable dans 5 ans, je suis super content. Donc, aujourd'hui, moi, mon prisme de vie professionnelle n'est plus le même. Je fais plus la course au salaire, je fais plus la course à la croissance. Ça, c'est plus mes envies. Moi, si je peux construire mon collectif petit à petit, sans me presser, et puis même sans me presser, on est au-dessus de ce qu'on a, enfin, des estimations, on va arriver à une 50aine. Enfin, franchement, c'est fine. Et ensuite, j'ai de l'ambition, et on a de l'ambition, parce que l'ambition, c'est de se dire que ce qu'on a monté aujourd'hui, c'est scalable. C'est scalable. On met Edwin Tech qui fait du dev à Paris, Edwin Tech 2 ou filiale ou ce que tu veux, peut faire la même chose dans d'autres villes. Edwin Tech peut aussi faire autre chose que du dev. Elle peut faire de l'agilité, du product ownership. Il y a plein de métiers. Et en fait, c'est ça notre ambition. Nous, avec mon collègue Vincent, on veut bosser pour notre boîte à Paris avec nos collègues. La communauté qu'on est en train de construire, on la kiffe de ouf. Et on veut se focaliser sur eux. Par contre, on est en discussion et on est en réflexion et discussion pour des entités qu'on va créer ex nihilo avec des gens qui ont le mindset entrepreneurial, qui ont envie d'écrire une aventure avec nous et dans lequel on n'aura pas besoin de se mettre dans l'opérationnel. Et ça, c'est une nouvelle boîte que tu parles d'entité ? Ouais, en fait, finalement, alors on n'a pas encore eu d'opération qui s'est finalisée, mais on réfléchit à monter des filiales. On va dire filiales, je mets des petits guillemets quand même. Mais en gros, ce seraient des entreprises, des entités qui feraient partie du même groupe. Ça s'appellerait Edwin, bien sûr. Mais ce serait porté par des gens qui ont la fibre entrepreneuriale. C'est pas toi qui la gères directement, C'est pas moi qui la gère. Moi, je suis là pour donner de l'accompagnement, pour aider, pour faire des synergies. Et ça, c'est cool, ça me fait kiffer, c'est bien. Mais je ne veux pas d'emmerde. Je veux plus d'emmerde, moi. Oui, ouais, voilà. Tu veux t'enlever les emmerdes. L'harmonie, tu vois, comme tu vois, j'aime bien. Bah, tu sais que c'est moi qui t'ai contacté en fait. Oui, oui, effectivement, je t'ai contacté parce que quand j'ai vu ton podcast, j'ai vu les invités. Sache que t'es un des rares que je prends sur des gens qui s'invitent entre guillemets sur le podcast. Je me suis un peu invité. En général, moi je dis non parce que souvent c'est pour faire sa promo quoi. Et en général, je prends aussi le call et on a fait le call ensemble. Ouais, on a fait le call. Et franchement, c'est trop cool. Parce que t'as vraiment des trucs à raconter. non mais voilà, tu vois, mais l'harmonie en fait c'est un truc super important. Et c'est ce qu'on a envie de vendre dans l'entreprise à l'heure actuelle, parce qu'on pense aussi que tout va bien quoi. Tout va bien en harmonie, c'est cool. Et moi dans mes envies aujourd'hui, je me projette peut-être pas comme un entrepreneur classique. Ouais. J'en suis conscient. Vincent, c'est pareil. Les gens avec lesquels on discute pour monter des entités, c'est pareil. Voilà. On est comme ça, c'est un peu différent. Ce qui vient spontanément, là, tu en es encore à un stade de développement sur cette idée de monter des entités, etc. Comment tu t'assures, en tout cas, t'as pas peur que, justement, en termes de culture, de valeur, de ce que tu portes, ça finisse par diverger? Parce que tu vas créer, en fait, autant de silos, potentiellement, même si tu vas me dire, oui, mais je serai là pour faire le lien, patati. Demain, t'as 5 ou 6 entités de 50 personnes, en plus d'Edwin Tech, t'as quand même des chances qu'il y ait pas mal de sous-culture qui se crée, quoi. Ah, mais c'est super intéressant comme question. Oui. Ah, bien sûr, oui, c'est un risque. Et la réponse à ça, c'est que pour monter ces entités, on dit qu'on fait d'abord avec qui pour faire quoi. Voilà. D'abord le qui. Qui sont les personnes sur lesquelles on va miser et on va miser en se disant
ce que tu évoques comme risque, c'est le pire en fait. Hein. C'est le seul et le pire. C'est dénaturer la culture de la boîte. C'est-à-dire que quand des gens parlent d'Edwin sur autre chose que tech que j'ai monté avec Vincent, se disent non mais en fait c'est pas du tout pareil, c'est pas le même mindset et tout. C'est l'horreur. Ouais, t'es mis sur la marque blanche. C'est l'horreur. Ouais. C'est l'horreur. Donc d'abord le qui. D'abord on est persuadé qu'on trouve la bonne personne et si t'as la bonne personne, quoi que tu fasses, ça marche. Ouais. Voilà. D'abord le. Donc trouver un dirigeant entre guillemets qui partage tes valeurs, ta culture, etc. Et finalement, tu as beaucoup de gens qui partagent pas ses envies. Quand je te dis être millionnaire, ça doit être cool, mais en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'être millionnaire aujourd'hui. Ouais, mais si tu laisses rentrer un mec comme ça pour prendre la direction d'une de tes boîtes, c'est mort. Tu vas te retrouver sur un coup de valeur. Ouais, c'est mort, complètement. Ouais, carrément. Et donc, du coup, justement, toi, si on parle de toi, tu dis je veux plus d'emmerde, etc. Tu as mis en place une structure qui est très plate, globalement, de ce que je comprends chez Edwin. C'est pas forcément intuitif pour l'entrepreneur. C'est ton bébé, t'as créé tu vois, le narratif classique, c'est ta boîte, c'est ton bébé. Toi, t'arrives à lâcher ce contrôle-là sans trop de problèmes en termes de posture, en termes de même des fois d'ego, tu vois. Enfin, ça peut être pas évident. Alors moi, c'est un kiff de voir les gens prendre des responsabilités, qu'on me remette à ma place en mode non mais c'est bon, vas-y, on n'a pas besoin de toi. Moi, encore une fois, peut-être que c'est très particulier. Mais l'objectif de contrôler tout le monde, d'être quelque chose de très descendant et vertical, j'ai peut-être du trauma de ça dans d'autres expériences, mais moi c'est exactement ce que je ne veux pas. Donc la posture qu'on a aujourd'hui avec Vincent, elle est voulue, elle est assumée, et on veille à ce que ça ne change pas. Voilà. Et c'est peut-être pas intuitif pour toi parce qu'effectivement tu le vis pas. Tu te doutes bien que je te pousse un peu. Hein. Ouais, mais pour le coup, au quotidien, c'est aussi très intuitif quand tu parles avec des gens. Oui, c'est rafraîchissant. En fait, c'est pas parce que tu as créé l'entreprise que t'es quelqu'un, je sais pas, t'es au-dessus de personne en fait. En fait, il y a ça, et en fait, le truc qui revient souvent aussi, c'est ok, il y a le côté mégalomane qui existe des fois, je suis entrepreneur, ok, mais aussi le côté, c'est avant, je connaissais les clients, je savais ce qui se passait sur l'émission. Aujourd'hui, on grandit, je ne sais plus, et je ne sais pas si je délivre quelque chose qui est à la hauteur de ce que j'aurais pu faire moi ou de ce que j'aurais voulu qu'on fasse au départ. Cette crainte de perte de qualité, et c'est en général le premier driver du micromanagement. Je suis d'accord. C'est besoin d'être sûr, tu vois. Je suis d'accord. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus humain, je trouve, comme peur chez un entrepreneur de ah ouais, mais est-ce que ça va être aussi bien fait, quoi. Ouais, non, mais alors moi j'ai la même. Hein. On est d'accord que lâcher la main sur des trucs, c'est pas évident. On est toujours persuadé qu'on fait mieux le travail, en tout cas que l'on maîtrise, que n'importe qui. Après, on garde la main sur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai personne, par exemple, qui est capable de faire ce que je fais au commerce. Donc, si demain il y a quelqu'un dans la boîte qui me dit, tu sais quoi, au commerce, je vais t'aider. Fine. Grave, viens, on en parle et tout. Mais c'est pas vraiment de la verticalité. C'est juste, j'ai un rôle dans l'entreprise. C'est le rôle que on décide aujourd'hui dont on décide de m'accorder la confiance pour. C'est cool. D'autres personnes, là, tu vois, quand t'es arrivé, t'as vu des gens qui travaillaient ensemble. Ouais. Ils travaillaient pas sur la même mission ensemble. Là, ils étaient déstaffés pour travailler sur un projet ensemble. Ok, trop cool. Et sur ces projets-là, tu as des gens qui vont porter le projet, donc qui vont se mettre en responsabilité. Et ben, en fait, personne leur demande de se mettre en responsabilité, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Oui, carrément. Tu vois, donc tu as de l'émergence naturelle d'une forme de leadership qui vient même pas forcément des gens que tu aurais pu croire au début. Et ça, c'est des projets internes du coup pour Edwin. On a des projets internes aussi qui tournent. Ouais. Et donc du coup, t'as pas forcément beaucoup de fonctions support, voire pas du tout chez toi. Fonction support, c'est Vincent. Ouais, voilà, okay, c'est vous deux gars. Vincent, il fait 1m97, tu vois, il peut supporter. Ça aussi, j'ai vu. Tu vois, il peut supporter Vincent. Et en fait, on a de la chance, les fonctions support. Ok, donc les gars, maintenant recruter des fonctions support sur la base de la taille uniquement. Voilà, il faut quelqu'un qui puisse supporter. Mais non, voilà, Vincent, il fait. Je plaisante, mais il est tellement important dans l'entreprise. On est tous les deux importants, mais c'est vrai que moi, quand je vois ce qu'il fait, c'est monumental. Mais il le fait en ayant la capacité de le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des fonctions support dans une entreprise qui est super bien organisée, qui fait les bons investissements, qui travaille avec les bons outils? Eh ben, c'est assez faible. Bien sûr. En fait, si tu te débrouilles bien, c'est assez faible. Parce que tu peux réorienter très vite vers un bon outil, tac, tac, tac. Si tu documentes bien, tu peux réorienter vers ton wiki, parce qu'on documente tout dans l'entreprise. On a un wiki qui est la source de savoir et de vérité de l'entreprise. Déjà, si tu as ça qui marche bien, que tu documentes tout ce que tu fais, ta fonction support, elle est moindre. Et puis après, les fonctions support,
on les fait avec une taille d'entreprise que l'on maîtrise. Et quand on ne sera plus capable de le faire correctement, quand je dis fonction support, par exemple, le truc qui aura probablement peut-être peu de valeur de garder, c'est genre l'admin type la facture, ou tu vois, la gestion des payes. Mais oui, parce qu'en fait, finalement, t'as pas besoin d'avoir tant de connaissances que ça du marché ou du métier. Donc ça, on sera en capacité de l'externaliser quand on aura plus de bande passante. Tant qu'on l'a, on le fait. Okay. Voilà. Tant qu'on a la capacité de garder nos fonctions support principales, tant que c'est pas une charge qui n'est plus assumable pour garder de la qualité, on le garde. Et après, sinon, on assume d'externaliser. On a déjà, d'ailleurs, anticipé ça parce qu'on a même une copine qui est passée en mode indep et elle fait ce genre de choses et elle sait déjà qu'elle a un coup de fil de nous dans quelques temps. Justement, j'allais te dire, typiquement, si on est en train de discuter de ton job en tant que CEO de boîte et d'associé de fondateur de boîte, je t'aurais dit oui, d'accord, tu as le temps de le faire, mais est-ce que ce temps il serait pas mieux investi ailleurs pour ta boîte et pour Exactement. toi? Donc oui, effectivement, ça a le sens d'externaliser même avant que tu sois en fin de bande passante. Exactement. En fait, il faut externaliser, je pense. C'est toujours une question de balance. Okay. Qu'est-ce que tu vas externaliser? Pour moi, tu externalises ce qui a peu de valeur intrinsèque liée à ce que tu apportes à l'entreprise. On parle de zone de génie souvent. Ben voilà, c'est ça. Parce qu'en dehors de ça... Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas externaliser le commerce. Non, parce que c'est là que t'es bon et c'est là que tu fais vivre... c'est surtout que ça demande tellement de connaissances marché, c'est tellement spécifique, on travaille tellement sur une niche, ce n'est pas possible. Et je pense que demain, ça ne le sera toujours pas. Et probablement aussi, ce qui sera marrant, je pense, c'est on sera peut-être en capacité d'externaliser les choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de le faire, mais on se posera les bonnes questions au bon moment. Parce que ton rôle évolue avec ta boîte et que tu te vires de ton propre job continuellement. Quoi. Exactement. Carrément. Se rendre dispensable, c'est quand même mon objectif. Ouais, c'est cool. Vraiment, ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien que demain, par exemple, on me dise ah bah tiens... telle initiative permettrait de maximiser, d'optimiser sur le commerce. Enfin, je me serais... Non pas parce que j'ai plus envie de bosser, mais je me dis, putain, je pourrais me consacrer à autre chose, à d'autres pans de l'entreprise. Exactement. C'est ce qui est un peu le but. Complètement, ouais. Complètement. Et c'est marrant parce que là, on parle de ces structures que tu veux pas trop grosses, que tu veux créer d'autres marques sur d'autres sujets, enfin d'autres entreprises, sous la marque Edwin. Là, moi, ça me fait penser, c'est un épisode qui a rien à voir, où j'ai reçu un entrepreneur qui s'appelle Joseph Lasserre qui fait ça dans le bâtiment. Et lui, il veut pas des boîtes qui dépassent 30 personnes, je crois. Okay. Si c'est pas le cas, Joseph pourra me corriger. Parce qu'il trouve qu'au-delà de ça, tu perds le côté humain, le côté fierté de ton travail. Et ce qui met vachement au centre, c'est le côté artisanat, justement, dans le bâtiment. Là où tu peux être sur des gros chantiers. Lui, il voulait redonner la fierté du travail fait par les artisans et les ouvriers qui bossent pour lui. Le craft. Le craft, exactement. Et toi, c'est un truc que tu mets au cœur de ton modèle. Est-ce que dans la tech, tu peux avoir ce côté aussi... qu'est-ce que ça veut dire être artisan ou craftman, de la... Craftwoman. Craftman, être dans le craftsmanship, en tout cas, dans la tech, ça se traduit comment? Parce qu'un artisan qui fabrique des trucs, je visualise, sur du code ou sur de la tech en général, voilà, à quoi ça ressemble? C'est la même chose. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est la même chose. Et c'est pour ça que ça porte très très bien son nom, l'artisanat logiciel. On appelle ça l'artisanat logiciel en français. Et... là, on pourrait faire défiler les 15 personnes que tu as vues pour leur demander à ma place c'est quoi ta définition du craft et c'est quoi ta définition du craft et tout. Mais pour te la faire... Ça se fait, ça se fait. Alors, on va peut-être pas le faire maintenant, mais, non, je te confirme. Je vais te répondre. En tout cas, une des définitions... Je fais toujours très attention quand on me pose cette question, parce que je sais qu'après, j'ai des copains qui écoutent et qui vont m'éclater si je dis pas une bonne définition. Bon, les copains, attention. Voilà. Mais en gros, le craft, dans notre monde, c'est de faire en sorte que ce que tu produis, que le code que tu produis, soit quelque chose déjà dont tu es fier et qui est maintenable dans le temps, qui est évolutif, qui peut être repris facilement par n'importe qui après toi, grosso modo, qui soit de qualité. Le craftsmanship, c'est une mouvance qui a remis au centre de l'attention le métier même de développeur, le fait de travailler selon une méthode. C'est de l'art, en fait. Ce que tu fais, c'est de l'art. Et on a tendance un peu à l'oublier. On peut l'oublier. Parce que quand on développe de base, t'as un métier qui vient te voir et qui te dit oui, j'ai besoin de ça. Bien sûr, j'ai besoin de ça. Tu peux être 15 développeurs sur le même produit, il y en a un qui développe telle feature, l'autre une autre. De base. T'as pas la maîtrise globale de ton travail. Comme dans le bâtiment, en fait. De base, on veut une maison. Une maison, c'est simple. C'est 4 murs et un toit. Par contre, le code, c'est la même chose.
À la base, si tu veux une application qui fonctionne, c'est pas compliqué, hein. C'est 3 lignes de code et ça va fonctionner. Mais par contre, si on veut que la maison elle soit robuste, si on veut que la maison elle résiste aux intempéries, si on veut que la maison elle soit aux normes, aux normes du bâtiment en 2023, c'est super chaud. Et ben dans le code, c'est pareil. T'as des confs. Demain, on est sponsor gold de la Ncraft. La Ncraft, c'est une conf super connue. Et on est très très fiers d'être sponsor de cet événement parce que ça va réunir des gens qui ont tous le même mindset que nous. Donc tous les gens qu'on va croiser, il y a 500 personnes demain, tous les gens qu'on va voir, c'est des gens qui partagent cette envie de faire les choses proprement. Et ça passe par plein de choses, plein de réflexions qui vont très très bas et qui se terminent très très haut et qui impliquent beaucoup de monde. Et c'est un vrai côté, c'est encore une fois un choix culturel. Je sais pas si ce craft tu le mets dans tes valeurs de boîte ou pas. Je crois pas dans la manière dont tu l'as formulé, mais, mes valeurs de boîte, mais c'est très fort, quoi. Non, pas dans mes valeurs de boîte en tant que telle. Je dirais, je suis pas une boîte craft, tu vois. Non, par contre, c'est l'ADN de notre positionnement d'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour rejoindre l'entreprise Edwin, la première, mis à part qu'il faut qu'il y ait un fit humain, effectivement, c'est primordial, mais au-delà du fit humain, il faut que la personne en face de nous, elle soit sensible sur la qualité logicielle. Si elle ne l'est pas, ça doit être la plus belle personne du monde, c'est pas possible de bosser pour nous. Okay. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est vraiment le deal breaker qui fait que c'est ta manière de faire les choses, quoi. Et tu vas l'évaluer de manière ultra concrète lors d'un entretien tech. On peut l'évaluer, nous, avec Vincent, en entretien RH et tout, parce que t'as des phrases, t'as des mots, t'as des paroles qui transpirent un peu l'ADN de chaque personne, que chaque personne peut avoir, mais concrètement, ça se voit quand tu codes, hein. Enfin, c'est très concret, ce dont je te parle, et on demande à nos recruteurs tech d'évaluer ça, d'évaluer cette sensibilité de manière très concrète sur notre ADN qui est le craft dans notre positionnement, parce que c'est ce que nos clients attendent, et on choisit nos clients de la même manière. Ah oui, d'accord. Il faut qu'il y ait ce fit. S'il n'y a pas de fit, culturel aussi, ouais. Moi, t'imagines l'exigence que j'ai à l'entrée avec les collègues. Si je leur propose de la merde auprès de clients qui sont pas comme eux, on va me dire, mais attends, pourquoi je suis chez toi? Et puis ce positionnement fait que de fait, il va être auto-répulsif par rapport à des clients qui seront pas prêts à mettre le prix pour cette qualité-là, de toute façon. Exactement. Hyper intéressant. Tu bosses en ESN, toi, ou pas? Non, pas du tout. Je peux avoir des clients en ESN, mais moi, je suis très très mauvais en code. Un jour, j'ai essayé d'apprendre le CSS. Tu peux faire du commerce. Là. Faut que tu fasses du commerce. Ouais, plutôt. donc Mickaël va me débaucher avant l'épisode. Non, mais en vrai, t'as dit un truc super intéressant. C'est pourquoi en fait, ça fait un énorme tri des deux côtés. Ça fait un tri, effectivement, côté collègue Edwin, mais il y a le même tri côté client, en fait. C'est la même chose. Mais je veux dire, pourquoi je te parle de ça sans bosser en ESN? Parce qu'en fait, nous, quand on parle de culture entreprise, que tu fasses de l'ESN, du bâtiment, du crédit, que tu vendes des voitures ou des lampadaires, ça sera la même chose. Le but, c'est, typiquement, demain, je te fais une propale, on se pointe en soutenance avec toi. Le premier slide, c'est nos valeurs. Voilà comment on bosse, voilà comment on va bosser avec toi. Ça t'intéresse? C'est cool. Ça t'intéresse pas? En fait, on va même pas aller parler d'après de la démarche ou quoi. Si c'est pas la bonne manière de bosser pour toi, voilà, on sait qu'on est pour bosser ensemble. C'est pas une question de prix, c'est pas une question de quoi que ce soit. Si t'as envie de bosser avec nous, après on va t'expliquer concrètement les livrables, le prix, machin. Mais le premier truc dont on parle, c'est nos valeurs parce que et on les partage tous, tu vois. Donc ça, tu peux le faire dans n'importe quel business en fait. C'est exactement ce que je faisais tout à l'heure lors d'un call avec un client. Et c'est là que tu vois qu'en général que tu as une culture qui commence à être aboutie, c'est quand ça commence à produire cet effet attraction-répulsion qui est juste hyper précieux pour une boîte en fait. Complètement d'accord avec toi, complètement d'accord. Quand tu parles de tes valeurs et que tu vois qu'un client il acquiesce, il est d'accord et ça fit, juste il y a quasiment plus de questions à se poser en fait. En fait, on va bosser ensemble. C'est ça, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen de bosser ensemble parce qu'en fait, c'est rare. C'est rare d'avoir ce fit, c'est rare d'avoir des gens qui partagent des valeurs similaires. Donc en fait, c'est rare, c'est précieux, il faut le chérir. Et tous nos clients, franchement, tous nos clients, c'est ça. En général, du coup, l'émission se passe beaucoup mieux. Ça se passe mieux, ouais. Parce que tu évacues aussi ces clients que tu dois connaître en ESN, qui t'en demandent toujours plus, qui grattent les prix, qui ne valorisent pas ton travail, qui valorisent juste la ressource en tant que tu en mets à disposition et qui la pressent au maximum, quoi. Ouais, exactement. Ce qui fait plaisir quand tu veux maximiser ta marge en général. Mais bon, on va pas s'apesantir là-dessus. Un dernier sujet que j'avais pour toi, c'est que ta boîte, elle est relativement récente. On dirait pas quand on se parle, parce que tu as beaucoup mûri ces éléments de culture, et certainement des éléments de business, ta boîte se développe vite, etc. T'es créé en 2021, je crois. Oui, 2021, ouais. Si je dis pas de bêtises. Septembre, c'est pas
si fréquent que ça de voir des boîtes aussi jeunes qui ont réfléchi à leur culture de boîte. Certaines le font dès le début et nous c'est ce qu'on encourage, mais souvent, l'orthodoxie startup, c'est de te dire produit client, produit client, et après le reste on verra. Toi, pourquoi tu as fait ces réflexions-là aussitôt ? En fait, si tu veux, déjà c'est cool ce que tu dis, ça me fait plaisir, mais c'était surtout... C'est sincère, hein, pour le coup. Ouais, non, mais ça fait plaisir à entendre parce que c'était les prérequis pour nous. On aurait pu monter une ESN classique, en fait, on connaît tellement bien ce marché que c'était facile pour nous de prendre la même recette qui fonctionne, en fait. Attention, ça fonctionne. Nous, ce qu'on fait, on parle de ESN alternative, mais t'as pas besoin d'être une ESN alternative pour faire du pognon, hein. Ça marche très très bien, hein. Moi, demain, je pourrais monter une ESN, ce qui est plus classique, j'ai un réseau client, et je pourrais travailler. Mais finalement, le moteur initial, c'était tellement pas ça. Le moteur initial, c'était tellement de se dire comment on va être plus heureux. Comment on va faire pour être plus heureux au quotidien. Donc, tu es obligé de réfléchir à ta culture. Tu es obligé de mûrir ces choses-là, de te poser ces questions. Et ensuite, avec les premiers arrivants, et ça, c'est le truc le plus cool de l'aventure, c'est qu'avec les premiers arrivants, on a affiné la culture. On a affiné des éléments de business, des éléments de culture d'entreprise avec les 4, 5, les 10 premiers qui nous ont rejoints. Donc, c'est mature parce qu'en fait, tu as besoin d'avoir une certaine maturité pour pas exploser au vol. Parce que les gens qui nous rejoignent, ils sont un peu déstabilisés, tu vois. Donc, c'est sur un modèle qui est par nature très différent. C'est déstabilisant quand tu vois, maintenant on parle un peu d'Edwin, le modèle, l'air de rien, même si c'est récent, il se démocratise très vite. On n'est plus les seuls. Okay. D'ailleurs, moi-même, j'étais pas le premier, mais là, on n'est clairement plus les seuls. Donc, juste quand on se lance, les gens ne connaissent pas bien. Si toi, t'es hésitant, si toi, ta culture, elle est hésitante, t'as vite fait de te prendre les pieds dans le tapis, t'as vite fait de donner une impression aux gens d'amateurisme que tu n'as pas envie de donner. Donc, tout était super clair. Les éléments de culture étaient effectivement là, ont été affinés avec les nouveaux arrivants, et aujourd'hui, c'est très posé. Mais toujours en évolution. Tu les as écrits ? Les de quoi ? Ta culture, tu l'as écrite ? Ah bah c'est quand je te disais tout à l'heure, on a un wiki, c'est notre source de vérité d'entreprise. Là-dedans, il y a toute la culture de boîte, il y a le modèle, noir sur blanc, les valeurs, comment on travaille, et dès qu'on fait une évolution, dès qu'on met en place des choses, c'est documenté là-dedans. Voilà. Trop cool. Écoute, ça m'amène à la dernière question qui est traditionnelle sur le podcast. Toi, en ayant dit tout ça, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant qui hésite à prendre le temps de travailler sur sa culture d'entreprise ? Alors déjà, si c'est un dirigeant qui a déjà une entreprise et qui se pose des questions, bah déjà, le conseil, c'est... avant de conseiller, je dirais bravo, c'est très bien de se remettre en question. Et moi, j'ai beaucoup appris en parlant avec les gens. J'ai beaucoup appris en me comparant. C'est bien de se comparer aussi. Donc moi, le conseil que je dirais, c'est s'ouvrir, lire, discuter, parler avec les gens du métier, avec les gens qui te ressemblent, parce que tu vas apprendre quoi qu'il se passe, beaucoup, et s'inspirer des autres, c'est bien. Moi, je me suis beaucoup inspiré des autres dans ma vie. Okay. Beaucoup. Et maintenant, j'inspire les autres, un peu, à mon échelle. Donc c'est cool aussi. C'est une bonne trajectoire, effectivement. Merci beaucoup, Mickaël. Je trouve que ce soit le mot de la fin. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.